De grandes manifestations en Iran, vous avez dû le voir dans les médias actuellement. Vous avez aussi vu qu'il y a des manifestations de soutien un peu douteuses au mouvement de contestation qui a lieu dans ce pays, l'Iran. Alors, nous allons traiter ça, nous allons essayer de remettre tout ça en perspective, car rappelons que nous sommes dans une période de grosse tension internationale, avec une grosse attaque impérialiste, notamment états-unienne actuellement, sur le monde entier et que nous sommes dans le centre impérialiste et nous avons des médias, un pouvoir politique qui a un agenda qui n'est pas un agenda anti-impérialiste. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux, d'essayer de comprendre ce qui se passe actuellement en Iran et d'essayer de dessiner comment nous, militants progressistes, nous pouvons nous positionner sur ce qui est en train de se passer. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à faire face à de la propagande de guerre? Ouais, bah clairement, là, c'est intéressant parce que on l'a vu, la propagande de guerre avec Maduro était assez drôle parce que ils étaient obligés d'avoir la propagande impérialiste classique, tu sais, de dénonçons la dictature, etc. Des choses qu'on a contestées et qui nous valent un petit peu de reproches, mais on va continuer, on va pas baisser les yeux, hein. Et donc, non, on va rester là-dessus. Il n'y a pas besoin de dénoncer, comment dire, les régimes qui tentent malgré tout de socialiser ou de contrer l'impérialisme avec leurs efforts et leurs limites. Voilà. L'Iran est placé dans la même situation, mais tu vois, l'agression paradoxalement des États-Unis le 3 janvier avec la mission Absolute Resolve de Trump contre Maduro a presque un petit peu été trop grossière. Ça a poussé même nos pro-impérialistes à dire le droit Aller chercher un international. gars en hélico et me faire un énorme œil au beurre noir à sa femme, c'est peut-être pas ouf. Tu vois, voilà, donc quand En même, butant 80 personnes. c'est ça, tu vois. Et donc là, on est sur quelque chose de plus habituel, de plus insidieux, on va le voir, de plus opportuniste de l'impérialisme. Et là, on va voir, clairement, là, il n'y a plus du tout de moindre mesure, il n'y a plus de dénonciation, parce que l'Iran est dans la même situation que le Venezuela, c'est-à-dire c'est des gens qui sont sous embargo, sous pression économique, voilà. Et on va voir comment ça influe aussi leur politique intérieure. Mais là, il n'y a plus du tout de condamnation de ce que peut faire l'impérialisme, parce que là, ça se voit pas, ce serait soi-disant une révolte populaire, etc. Donc, on va le voir, c'est intéressant. On a fait, je pense que les gens, ce serait intéressant d'aller voir la capsule qu'on avait fait en août, hein, qui donne un petit peu plus En juin. de... En juin. En juin. Oui, effectivement, Chris, moi je pense vraiment que c'est, on va dire, un préalable à ce qu'on va dire aujourd'hui. Nous avons fait une capsule assez longue sur la situation en Iran. On l'a faite au moment où Israël a bombardé l'Iran, c'était en juin 2025, et où l'Iran a répliqué. Alors je vous rappelle, attaque d'Israël qui avait fait alors selon le ministère de la Santé iranien, 430 morts, 3500 blessés, selon des ONG sur place, plutôt autour de 730 morts. Et donc, on en avait parlé à ce moment-là. Ça avait été vraiment l'occasion de faire tout un point sur l'histoire récente de l'Iran, l'histoire notamment des nationalisations, des tentatives de nationalisation des ressources et particulièrement du pétrole iranien ont été l'occasion pour les États-Unis et tous les gens alliés avec les États-Unis de créer vraiment des tentatives de déstabilisation de ce pays, la mise en place du Shah au pouvoir, le renversement du Shah par la révolution iranienne, les suites, la guerre Iran-Irak, etc. Et toutes les tensions qu'il y a au sein de la société iranienne, comment on différencie les gardiens de la révolution liés au régime de l'armée iranienne, où en fait les deux ne sont pas exactement les mêmes entités et les mêmes pouvoirs, comment il y a des tensions au sein de la société iranienne et comment l'embargo décidé par les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, dont nous faisons partie, hein, est en train actuellement de créer des vraies difficultés dans ce pays, notamment de vie chère, etc. Et ça, on va revenir dessus aujourd'hui, parce que les manifestations auxquelles on assiste aujourd'hui en Iran début 2026 ne sont pas exactement de même nature que le mouvement qu'il y avait eu en 2022 Femme, vie, liberté, qui avait été déclenché par le meurtre par la police iranienne de cette jeune femme kurde, dont le corps avait été retrouvé tabassé, etc. Et qui avait donné lieu à un gros mouvement social en Iran à ce moment-là aussi. Cette vidéo est un préalable très important. Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir avant ou après, de regarder celle-ci. Et donc là, voilà, comme je vous explique, là, actuellement, début 2026, on est dans un autre type de mouvement social qui vient plutôt, en fait, des classes moyennes iraniennes qui, historiquement, sont la frange de la population iranienne qui est soutien du régime des mollahs. Dans sa majorité, hein, vous savez, les groupes humains ne sont pas uniques et homogènes, hein, bien sûr, vous trouverez toujours des poissons volants partout. Mais voilà, et donc ça, c'est assez spécifique à ce qui est en train de se passer début 2026 et qui est vraiment déclenché par voilà, la crise économique que vit l'Iran consécutive au blocus. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus, Ouais, Chris, avant qu'on regarde le premier extrait qu'on a préparé?
Ça a démarré au départ, justement, on a beaucoup de contestations soutenues par et amplifiées et instrumentalisées par l'impérialisme au centre, où on est, nous, centre de l'impérialisme. Tu te rappelles, il y a eu Ahmadinejad en 2009, il y a eu des manifestations en 2015, il y a eu, comme tu l'as dit, le mouvement Femmes, Vie, Liberté il y a quelques années. C'est souvent les classes moyennes un peu éduquées, un peu supérieures, un peu occidentalisées qui portaient ça, qui venaient aussi d'une forme de libéralisation qu'il y avait eu avant Ahmadinejad, avant la reprise de l'impérialisme sur l'Iran et avant le Trumpisme de la première phase qui a remis des sanctions sur l'Iran, où il y avait eu une espèce de bouffée d'air et donc de moyennisation de la société. Et ça porte dans tous les pays une forme d'envie démocratique. Voilà. Là, on se retrouve avec les sanctions très importante contre l'Iran des États-Unis, qui, je le rappelle, ont demandé que on va le voir, ça continue, ont demandé que on arrête complètement les programmes de partenariat, que les pays occidentaux, donc de sa périphérie, les vassaux là, ne puissent plus avoir des accords commerciaux avec l'Iran, notamment, tu te rappelles, Stellantis, etc. Trump avait mis beaucoup de pression, et donc ils ont une volonté de réasphyxier l'Iran, c'est très important. Et cette asphyxie, elle a d'abord finalement tué cette ascension de libéralisme et de moyennisation. Et elle a même resserré des gens autour du régime qui, malgré tout, malgré ses contradictions, malgré son autoritarisme, malgré son anachronisme un petit peu sur les mœurs, etc., tient grâce à ça. Et là, elle attaque avec l'inflation. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des niveaux d'inflation jamais vus depuis 79, 200% d'augmentation sur les produits de première nécessité, etc. On se retrouve avec la classe qu'on appelle les bazars, les bazaris, qui sont les classes moyennes, comme tu l'as dit, mais plutôt commerçantes, que nous, marxistes, on appelle petites bourgeoises, qui était une des classes les plus, attachées et soutien de la révolution islamique en 79, et cette classe-là justement qui est une commerçante interne, etc., donc qui vivait bien le nationalisme et sa forme de protectionnisme, est aujourd'hui menacée par la dévaluation du rial, la monnaie iranienne, et l'inflation. Et donc même elle commence à justement perdre son attachement à la révolution iranienne. Donc on voit qu'en fait, c'est vraiment pas du tout ce qu'on nous raconte. Il y a un vrai problème d'inadéquation de la République islamique, c'est-à-dire qu'on a quand même des effets de moyennisation, de féminisation, d'égalitarisme qui se créent dans cette société, et le mouvement Femmes, Vie, Liberté en est un représentant. On voit effectivement une structure économique qui commence avec l'asphyxie, paradoxalement, à créer des contraintes, mais en même temps à solidifier les gens autour du régime, parce qu'ils savent que cette asphyxie vient de l'impérialisme, et que cet impérialisme, en plus de cette asphyxie économique, tente, on va le voir, de reprendre la main et de renvoyer des potentats comme le Shah, etc. Et donc, on a des contradictions internes, toute une espace de classe intermédiaire qui veulent essayer de trouver une révolution populaire et démocratique, mais dont le débouché politique n'existe pas, ce qui donne un Iran en fait en mouvement à l'intérieur, anti-impérialiste, profondément anti-impérialiste. On l'a vu pendant la guerre avec Israël cet été, vraiment il y avait un soutien absolu au régime, contrairement à ce que font croire justement les propagandes impérialistes. Et donc le mouvement iranien a besoin de maintenir son anti-impérialisme tout en essayant de résoudre les contradictions que la République islamique n'arrive pas à résoudre, notamment la moyennisation, l'égalité qui doit se construire et la pauvreté qui doit être réduite. Voilà. Donc, crise matérialiste sans débouché politique. On va regarder cette petite vidéo de France Info où on voit Bertrand Badi, assez intéressant sur les questions internationales en général, et donc il va nous expliquer un petit peu tout ça sur France Info. Comment ce mouvement peut être pris en charge s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de parti. Le fils du Shah en exil, Reza Pahlavi. Pour l'anecdote. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre justement le fait qu'il n'y ait pas de débouché politique à cette révolte-là, mais on va dire à toute cette séquence, on va dire, de crise du régime iranien. Pour l'anecdote. Ne compte pas. Il ne compte Vous pas. pensez qu'il compte pas? Parce qu'on en parle énormément. Mais oui, mais il y a des gens qui sont en dessous qui Dites-nous, on entend son nom scandé sur certaines vidéos. Que dans le monde anglo-saxon, états-unien en particulier, c'est une figure emblématique. Parmi la diaspora, c'est aussi une certaine nostalgie. Voilà, donc c'est ça qui montre justement qu'en fait le Shah n'est que vraiment l'expression de l'impérialisme, c'est-à-dire soit les gens qui veulent reprendre la main sur l'État iranien, soit la diaspora qui a une espèce de mythologie du Shah, comme toutes les diasporas bourgeoises qui sont, voilà, je pense qu'on a une diaspora cubaine qui a la nostalgie de Batista, tu vois, tu sais, quand ils avaient des grandes propriétés d'orange et qu'ils pouvaient les vendre à Miami sans restriction, voilà, c'est typique ça. Mais en
fait, ce que dit Bertrand Badi, c'est qu'en fait, personne ne revendique le Shah là-bas, quoi. Dans la population souffrante iranienne, c'est une image lointaine. La plupart des Iraniens n'ont jamais connu ce régime. Il est tombé maintenant il y a près de 50 ans. Enfin, D'avant 49, 79, le Shah. Voilà. En plus, il a commis des gaffes assez particulières en disant, par exemple, bah non, les Israéliens voulaient pas toucher les civils iraniens, c'était seulement les installations militaires, alors que les civils ont été en juin dernier profondément touchés. Tu disais tout à l'heure, hein, Ouais. effectivement, Reza Pahlavi, le fils du Shah, est le service après-vente du Mossad, a priori. Donc, comme le dit Bertrand Badi, c'est vraiment, aujourd'hui, il y a vraiment une population anti-impérialiste et personne ne veut justement de revenir dans le giron américain comme il l'était avant la République islamique. Hein. Et angoissés, ça je peux en témoigner. Mais, justement, je reviens à ma mystérieuse énergie sociale. C'est un dénominateur commun avec les formes nouvelles de mobilisation. Ça ressemble beaucoup au printemps arabe, où il n'y avait pas de leader, où il n'y avait pas de parti, où il n'y avait pas d'idéologie. Ça me fait penser à la Gen Z, à Madagascar. Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler que sur la chaîne On ne veut plus récemment est paru un entretien avec un camarade malgache marxiste qui vous explique le mouvement qu'il y a eu à Madagascar, et c'est très précis, qui fasse le parallèle avec ce qui se passe en Iran, avec les printemps arabes, ce côté mouvement sans tête, parce que ce camarade explique très bien comment le mouvement a été extrêmement intense à Madagascar. Donc, pour rappel, le mouvement qui a eu lieu en septembre-octobre 2025, là, très récemment, qui a donné lieu à la démission du président à Madagascar, qui s'est d'ailleurs réfugié en France parce que nous sommes vraiment la terre d'accueil de toutes les bourgeoisies de la périphérie impérialiste, n'est-ce pas? Il explique très bien, ce camarade, comment en fait le mouvement a été très intense, appuyé sur cette fameuse Gen Z, très réprimé aussi, hein, plus de 20 morts à Madagascar dans les répressions. Mais derrière, il y a en fait un peu une difficulté pour la suite, parce que en fait ça manque d'organisation constituée, ça manque, on va dire, d'un parti de masse, d'une organisation de masse, et puis d'un projet politique, on va dire, unique et cohérent, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant d'écouter ce camarade. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir cet entretien sur la chaîne On ne veut plus, où il va y avoir d'ailleurs plein d'autres contenus là qui arrivent, qui vont être des énormes bangers. Donc restez connectés sur la chaîne On ne veut plus. C'est intéressant parce que justement les printemps arabes c'était aussi la même chose. On voyait justement en Égypte ou en Tunisie des gens comme Ben Ali ou des gens comme Moubarak, etc. sont tombés alors que c'était vraiment des soutiens de l'impérialisme. Moubarak plus que tout, hein, depuis Anwar el-Sadat, voilà, en Égypte. On a vu une énergie justement de classe moyenne, de classe intermédiaire éduquée, vraiment anti-impérialiste, voilà, pas fétichisant des mouvements marxistes ou voilà, tu vois, de pseudo classe ouvrière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire vraiment des corps intermédiaires qui veulent se projeter, et en fait c'est des gens qui n'ont pas de débouchés politiques progressistes ou révolutionnaires à leur taille. Soit parce que, ils sont pas du tout intégrés dans ce qu'on pourrait appeler l'ancien prolétariat, et c'est aussi ce qui pose problème à des gens d'extrême gauche, etc., c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça, en fait, que le monde de la périphérie impérialiste ne bouge pas simplement soit sur l'ordre de ces dictateurs et des impérialistes, soit sur une classe ouvrière fantasmée depuis 17, quoi. Et ces masses-là sont prises entre l'impérialisme dont elles ne veulent plus et, on va dire, des forces sociales qui sont inadéquates parce que ce sont des forces nouvelles, comme on dit nous souvent, plus féminisées, plus moyennisées, plus éduquées, et qui n'ont pas de débouchés politiques à leur hauteur. Et la Gen Z, tu l'as parlé, Madagascar, on l'a vu aussi au Maroc par exemple, voilà. Et donc ça, c'est des forces sociales qui doivent trouver un débouché politique de transformation, qui doivent les sortir de l'impérialisme, parce qu'elles sont profondément anti-impérialistes. Les mouvements arabes, c'était la même chose. C'était intéressant, justement, la non-compréhension des Américains qui ne savaient pas, alors qu'ils se disaient c'est un mouvement contre Moubarak, très pro-américain, mais en même temps qui vient pas de nos ennemis identifiés, etc., communistes ou voilà. Et donc, ils ont eu du mal à jouer le truc, il fallait reprendre en main. Et donc, tous ces mouvements-là ne sont pas soit réactionnaires, soit bourgeois, soit nationalistes. Ce sont des nationalismes de classe intermédiaire qui peuvent être extrêmement progressistes à la périphérie et qui doivent avoir notre soutien anti-impérialiste absolu sur ce moment-là. Et les ranger soit dans l'impérialisme parce que soi-disant ils seraient pas tout à fait socialistes, c'est une forme de soutien de fait à l'impérialisme, et les ranger soit mécaniquement dans absolument prolétarien, ce serait ne pas comprendre leurs limites, ce serait une mauvaise analyse marxiste. Il faut comprendre les deux, et pourquoi justement l'impérialisme entre les deux essaye de jouer sa carte, voilà, et en Iran c'est la même chose. Au Maroc, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal, un peu en Indonésie. Ça,
c'est une nouvelle génération qui se met en place. Alors je disais tout à l'heure que c'est un mouvement intercatégoriel, mais les jeunes jouent un rôle extrêmement important. Ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on avait dit dans d'autres capsules. Le croisement de la classe en crise et de la génération est souvent révolutionnaire. Parce qu'une classe en crise avec des anciennes générations vont donner des gens plus attentistes, alors qu'une génération nouvelle, mais efficiente, fonctionnelle, c'est-à-dire qui profite des subsides de la société, n'est pas révolutionnaire. Mais le croisement d'une nouvelle génération qui ne peut plus, attendre sa fin avec ce qui lui reste et d'une crise, en général, donne des mouvements révolutionnaires. Et là, typiquement, depuis les printemps arabes, on le voit un peu partout, etc. Mais, comme on l'a dit, il n'y a pas de débouché politique à ça. Et ce qui est intéressant, vous savez, c'est le vieux manga de One Piece, c'est-à-dire ce rêve d'un monde. Marrant, ce Bertrand Badi, il est tout vieux et tout, il cite du One Piece. Il sait parler à la Gen Z. Voilà, que nous, on connaît pas du tout avec Zoé. Il sait mieux que nous, One Piece. Enfin, moi, je connais pas en tout cas, mais toi, tu connais. Non, moi non plus, je connais très mal. Qui est défait de tous ces liens autocratiques et coercitifs. C'est un peu le parfum qui... Est-ce qu'il a une sympathie Dernière question. hors de l'Iran? Voilà, Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, passé du Colmao au Rotary, voilà, dans les fameuses années 70, ancien directeur de rédaction de Libération, etc., accompagnant de la gauche de droite depuis les années 80. Vous parliez de l'identification, de la sympathie ou de l'empathie des gens pour tel ou tel mouvement. Là, il y a un bien. Rapidement, s'il vous plaît. L'identification, elle n'est jamais du premier jour. Hein. Elle monte progressivement. Pour l'instant, elle n'apparaît pas. Hein. On pourrait expliquer. Il faut dire qu'il n'y a pas d'image non plus. Alors, oui, enfin, il y en a quand même des images. Il y avait aussi des images très indirectes. Merci. En tout cas, Voilà, donc tu vois, il démonte un peu le truc de il n'y a pas d'image, etc. S'il y a aujourd'hui pas d'image, c'est aussi une défense du régime iranien contre l'impérialisme. Hein. On va le voir. Parce que là, on va finir là-dessus, mais c'est aussi toujours notre position à nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de faire en sorte de se dire que toute forme d'autonomie doit être maximisée de la périphérie par rapport au centre. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait des transformations sociales autonomes à l'intérieur même de la souveraineté de l'Iran, déjà, le premier truc à dire, on va dire que si vous êtes sur une ligne marxiste, communiste comme nous ou pas, c'est de dire arrêt des sanctions internationales contre l'Iran. Je rappelle que... Évidemment. Voilà, je rappelle que s'il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres, qui subissent la pauvreté, ou même si vous voulez fabriquer une classe moyenne, plus occidentale, etc., les sanctions contre l'Iran, l'empêchement du développement, l'empêchement d'atteindre le capitalisme et le marché tant promis, sont déjà un problème. Donc, peu importe sur quel échiquier vous êtes, les sanctions sont une violence impérialiste qui doit être supprimée. C'est la première des lignes anti-impérialistes quand on est au centre. Nous, on nous a fait le reproche de dire on peut pas parler... bah si, c'est ce qu'on fait, nous, on parle de l'Iran, etc. Nous, ce qu'on peut pas dire, c'est comment ils doivent mener leur révolution à l'intérieur de l'Iran. C'est-à-dire, quelle classe serait supérieure, quelle classe... Déjà, notre rôle à nous, c'est déjà de faire en sorte d'avoir un rapport de force. Ici, nous-mêmes, dans la potentialité révolutionnaire du centre, pour faire en sorte de faire tomber les sanctions impérialistes que nous faisons peser chez eux. Voilà. Et je rappelle, elles vont s'intensifier. Trump a proposé de menacer de surdouane, parce qu'il y a déjà les surdouanes de Trump là, tous les pays qui feraient des commerces avec l'Iran seraient encore retaxés de 25%. Voilà. Trump tente de faire une chose, c'est-à-dire de couper toute possibilité de développement en Iran et de les asphyxier encore plus que ce qu'ils ne subissent aujourd'hui. Et c'est le fond de la crise aujourd'hui iranienne, c'est l'empêchement d'avoir un développement économique et un développement des forces sociales potentiellement révolutionnaires dans ce pays-là. Et c'est ce qui fait tenir aussi le régime, en plus du manque de débouchés politiques, comme on l'a dit. Donc la position anti-impérialiste, c'est déjà comment on fait en sorte d'arrêter les violences impérialistes sur l'Iran. Voilà. Et c'est précis ce que tu dis parce que la réalité, c'est que on le sait, la manière dont les mouvements sociaux iraniens sont récupérés ici en France n'est jamais neutre, d'accord? Absolument jamais neutre. Et on va pouvoir regarder parce que il y a vraiment une grosse instrumentalisation qui se fait sur ce qui est en train de se passer en Iran. Et on en a plusieurs exemples. Un premier exemple là qu'on vous a gardé de côté, c'est la fameuse association Femmes Azadi,
Voilà. Donc On alors voit beaucoup elle, sur Twitter. Bon, voilà, vous les voyez beaucoup sur Twitter, mais vous les voyez beaucoup à plein d'endroits. Alors méfiez-vous toujours quand quelqu'un est hyper relayé dans les médias habituels, etc. C'est qu'a priori, le discours que ces personnes tiennent ne gêne pas le pouvoir. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Et donc cet assaut, alors ils sont très kiffés par le printemps républicain aussi, tu vois, enfin tout cet agenda-là, très impérialiste en fait, très islamophobe aussi. franc-tireur. Tous ces gens-là. Et donc, vous avez cette association avec une de ses représentantes qui apparaît extrêmement souvent, très relayée, etc., qui s'appelle Mona Jafarian. Et Mona Jafarian, figurez-vous qu'elle a un lien familial assez important avec quelqu'un en particulier. Est-ce que tu veux nous dire qui c'est, Chris ? Bah avec le fils du chat. Du coup, Reza Pahlavi, quoi. Incroyable. Donc, oui, c'est quelqu'un de très très proche. Bah, déjà, quand tu vois l'association Women, tu sais, Activist Living in Paris. Donc déjà, faut savoir que Paris, depuis 1917, c'est vraiment le lieu de tous les résidus impérialistes chassés de leur pays. Voilà, c'est un classique. Donc il y en a tout, là. Moi, je pense, bah oui, aux Russes blancs, je pense tsaristes. Bah là, il y a eux. Je pense aux MAC. Tiens, on parlera de ça peut-être un jour en Algérie. Mais vraiment, c'est un classique. Et le mieux, c'est vraiment... Tout est publié en anglais et en français. Bon, déjà, tu comprends pas pourquoi c'est pas en farsi, du coup. Bah et oui. for Free and Democratic Iran. Et là, la bannière avec un lion, donc l'image de la monarchie, hein, voilà, qui tue l'emblème, de la République islamique. Et donc, vous voyez, là, on a vraiment les cœurs de masse de la politique impérialiste qui sont vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Badi, il n'y a pas de soutien à ça, il n'y a pas de débouché politique au Shah, à la monarchie, au retour de la monarchie à l'intérieur de l'Iran, et encore moins à l'intérieur des gens les plus révolutionnaires. Mais là, on a l'opportunisme et, je sais pas comment dire, la rapacité, quoi, les vautours de l'impérialisme qui, justement, vont essayer de transformer une révolution elle-même profondément anti-impérialiste à leur avantage. Bien sûr, et Vas-y. faut toujours se rappeler de qui a intérêt à quoi. Un pays, c'est pas un truc homogène. Tous les gens qui viennent d'Iran n'ont pas la même classe sociale, n'ont pas le même agenda politique. Et alors, vraiment, je vous renvoie encore une fois à la vidéo que nous avions faite en juin pour vous remettre quand même un peu l'historique, très rapidement. Donc, pour rappel, dans les années 50, vous avez Mossadegh qui est Premier ministre de l'Iran et qui décide, tout en étant pourtant un espèce de Macron, en fait, à l'époque. C'était pas un centriste. Voilà, c'était pas un marxiste, machin, mais il décide d'avoir une politique, on va dire, assez nationaliste et surtout de nationaliser certaines choses et notamment le pétrole. Et ça plaît pas du tout aux États-Unis, qui vont faire de l'ingérence dans la politique iranienne. Là-dessus, le Shah va reprendre la main sur le pays et mener une politique qui convient très très bien aux impérialistes parce que c'est une politique qui leur est parfaitement favorable. Et donc là, quand vous voyez une certaine diaspora, mais en plus, si tu veux, tu sais, le truc de... Il faut toujours un peu se méfier quand on parle de politique étrangère, de dire moi je connais telle personne qui est ressortissante de ce pays, elle m'a dit ça, donc c'est vrai. Remettez-vous dans le cadre de la France, je suis désolée, mais si vous parlez avec des Français de l'étranger à certains endroits, vous pouvez trouver des gens à Londres en mode libertarien complètement zinzin, qui vont vous tenir un discours sur la France de ouais, la France c'est horrible, c'est vraiment une dictature socialiste, on est obligé de payer des cotisations à la Sécu, les Français n'en peuvent plus de la Sécu. Vous pouvez vraiment trouver des gens qui vous tiennent des discours comme ça. Donc quand vous regardez cette association, en plus, si tu veux, le truc qui est très particulier, on va revenir après dessus, mais c'est que vous avez vraiment une instrumentalisation des questions féministes aussi, quand on parle de l'Iran. Et Association Femmes Azadi est particulièrement le reflet de ça, c'est-à-dire qu'elles sont là à remettre en cause l'obligation de porter le voile pour les femmes iraniennes dans l'espace public, etc. Chose avec lesquelles, nous, on a une position ici qui est la même que quasiment tous les militants progressistes, c'est-à-dire que nous sommes pour la liberté des femmes de pouvoir porter ou ne pas porter le voile, ni pour l'obligation de le porter, ni pour l'obligation de ne pas le porter. Et donc, évidemment que nous, on trouve pas ça super d'obliger les femmes à porter le voile, etc. Mais regardez comment, en partant de ce fait qui, en plus, en France, s'appuie quand même sur une idée très islamophobe, de se dire, ah là là, il y a vraiment le méchant patriarcat, c'est le patriarcat musulman qui oblige les femmes à se voiler, et puis après, il y a les gentils pays où les femmes sont libres, où 15% des enfants vivent des incestes, où il y a une différence de 15 à 20% de revenus entre les hommes et les femmes, où les personnes les plus précaires dans la société sont les mères de familles monoparentales. Voilà, ça, c'est vraiment des pays où il n'y a pas de problème avec le féminisme, en fait. Et par contre, il y a les méchants Iraniens qui sont vraiment très antiféministes, etc. Donc, voyez un peu comment ces sujets-là peuvent être instrumentalisés et utilisés au service d'un agenda qui est en fait un agenda impérialiste et conservateur.
Ouais, clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on dit nous, par exemple, sur le fait de aussi sortir de ces logiques impérialistes, occidentalistes, les gens pourraient rejoindre tout à fait le niveau de développement automatiquement, sans avoir leur propre chemin, leur propre développement, enfin, tu vois, à partir de leurs propres conditions matérielles. Typiquement, là, aujourd'hui, l'injonction qui est faite occidentaliste, impérialiste, civilisationnelle même, aux femmes iraniennes, paradoxalement, les rend anti-impérialistes parce qu'en fait, c'est des gens qui sont chiites, qui auraient peut-être des volontés de sécularisation ou de transformation de la société iranienne, mais qui n'ont pas du tout envie de se rentrer dans un agenda libéral, occidental, de guerre des civilisations et de rejoindre la civilisation occidentale de l'extérieur par l'attaque de leur pays. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment très important, justement, de montrer que, mais non, mais en fait, la problématique du centre impérialiste, nous, en tant que militants, c'est de à un moment donné, laisser faire aussi les périphéries dans leur conquête justement du pouvoir souverain et dans leur transformation de leur appareil, de production, quoi. Et ça, cette instrumentalisation, on la voit bien, tu vois, donc surtout avec l'Iran, comme on le dit, par rapport au Venezuela, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de relais iraniens pro-occidentaux. Dès qu'il y a une manifestation, il n'y a pas d'image, mais ça prend une proportion beaucoup plus importante que les réactions à l'intervention américaine au Venezuela. Tu vois, il faut qu'on se bouge, nous, il faut qu'on organise des manifestations pour empêcher justement l'interventionnisme américain. C'est compliqué, il y a peu de diaspora. Là, il y a tout de suite des assauts, des relais, des gens qui vont sur les plateaux télé, etc. Un truc typique. Là, on voit l'association là, qui promeut le lion par rapport à l'emblème islamique. De la même chose, X a décidé sur les emojis de remplacer l'emoji drapeau iranien par l'emoji du drapeau du chat. C'est pas du tout un opportunisme impérialiste. Donc là, vous allez voir, les amis, ce que sont les manifestations de soutien au peuple iranien qui viennent de la France. Et alors là, vraiment, mais ouvrez grand vos yeux, vous allez voir que quand on parle d'agenda politique, on y est bien. Hein. Donc regardez ça. Là, déjà, vous avez des drapeaux. Donc, comme vous voyez des drapeaux donc, aux couleurs de l'Iran avec un lion au centre. Donc, ça, c'est le drapeau du chat d'Iran, hein, comme on vous l'a expliqué. Et puis, là, si on continue un peu sur la vidéo, vous allez voir, mais c'est très intéressant, les drapeaux qu'on croise dans cette manif. Oh, tiens, on a des petits drapeaux israéliens aussi. Oh. Il y a des photos du chat d'Iran, etc. Et le sous-texte, journée du soutien au peuple lion d'Iran, voilà, drapeau d'Israël et de Lion d'Iran réunis au Trocadéro, deux peuples amis. C'est de la folie. Hein. Quand tu sais qu'ils ont manifesté pour justement le soutien et l'arrêt d'Israël qui, comme on l'a dit tout à l'heure, tuait des gens cet été, ont tué le responsable du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran, directement avec des frappes, ont bombardé l'Iran. Trump a bombardé l'Iran aussi. Quand on voit justement des gens nous dire que ce seraient deux peuples amis, mais alors là, vraiment, c'est comme si vous aviez une diaspora à Madrid franquiste en 42 avec des drapeaux français et des drapeaux nazis qui disaient deux peuples amis. Vraiment, c'est une catastrophe. Et qui on retrouve également, mon cher Chris, on retrouve Alice Cordier dans ces manifs. Voilà, alors on va finir là-dessus. Là, on voit vraiment tout le dispositif donc impérialiste et là fémo-nationaliste, c'est-à-dire là on est vraiment dans le livre de Sarah Faris, allez voir notre capsule qu'on a fait là-dessus, mais on en reparlera, qui s'appelle Au nom des femmes, voilà, et là on voit vraiment l'impérialiste qui, au nom des femmes, promeut un agenda nationaliste, impérialiste et réactionnaire pour le coup en Occident, et cette violence réactionnaire veut s'imposer partout de force. C'est vraiment le relais soft power des médias impérialistes. Exactement. Donc là, sur l'image, vous voyez donc Alice Cordier, qui est la chef du collectif Némésis, collectif qui se définit comme féministe, qui est un collectif d'extrême droite, avec une autre militante de l'organisation qui ont sur leur pancarte « Support Iranian Women » et « Fuck Roménie ». Bon, voilà, des slogans extrêmement pointus, hein, n'est-ce pas, qui donnent toute la compréhension de la complexité qu'elles ont de la question actuellement des mouvements sociaux en Iran. Mais à votre avis, pourquoi Alice Cordier sort avec le type de pancarte pour dire ça? Vous n'avez pas vu Alice Cordier être vent debout sur les politiques antiféministes de Trump, par exemple, avec les difficultés d'accès à l'IVG, avec tout ça. Trump qui mouille d'ailleurs dans un scandale de pédocriminalité monstrueux. Hein. Il a l'air d'être mouillé dans les affaires Epstein, comme rarement on a vu un mec mouillé, enfin je veux dire à ce niveau.
là, le mec est trempé, quoi. Mhm. Donc il y a tout ça. Alice Cordier, qui elle-même n'a aucun problème à aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini, condamné, je le rappelle, condamné pour détournement de mineurs, etc. Bref, on en avait déjà parlé, je pense que vous en avez entendu parler. Alice Cordier qui a la particularité, et c'est très précis, vous voyez comment ces femmes-là vont aller militer, de ne pointer le patriarcat que quand ce n'est pas le patriarcat bourgeois, blanc, français. Jamais. Elles vont aller crier sur les violeurs étrangers qu'il faudrait mettre dehors. Alors vraiment, on a envie de leur rappeler que 99,9% des violeurs ne sont pas étrangers et sont des mecs de notre entourage, des mecs qui utilisent leur position de pouvoir pour pouvoir violer des mecs très connus, des chanteurs, des acteurs dans le milieu de la politique, des médias, du sport de haut niveau, du théâtre, du cinéma, les frères, les oncles, les cousins, les entraîneurs de foot, le prof de piano, le machin. Enfin, c'est ça, les mecs qui violent en règle générale. Et donc, vous voyez comment cet agenda a un intérêt à la fois international de servir l'impérialisme, parce que si elle va aller soi-disant se mobiliser à côté, alors il y a une image qui avait été diffusée par Frontières où tu la vois donc agiter sa pancarte Fuck Ramenei là, avec juste à côté des gros drapeaux israéliens. Et donc là on est en train d'assister au fémotiono-nationalisme. Ouais, c'est ça. vraiment une dinguerie. Et encore une fois, on peut vraiment douter de l'engagement d'Alice Cordier pour les femmes iraniennes, comme elles disent, et pas de s'inscrire dans un agenda impérialiste et vraiment pro-états-unien, parce que vraiment, ça, on parle de meufs qui se sont réjouies de l'élection de Trump, etc. On parle vraiment de ce genre de meufs-là. C'est un suprémacisme occidental, islamophobe, de guerre de civilisation, comme on le voit depuis la fin des années 90, intensifié, et donc un impérialisme absolu qui utilise les femmes pour justement son agenda de violence et de mise dans le giron. C'est quelque chose que les femmes iraniennes, les mouvements iraniens locaux ne veulent pas. Voilà, c'est ça le truc. Ils sont coincés entre la volonté de démocratisation de leur pays tout en étant anti-impérialistes. Et c'est ça en général que l'impérialisme pêche. C'est justement l'autonomie, la souveraineté nationale et démocratique de ces pays-là qui sont pas assez impérialistes pour certains et pas assez socialistes ou je sais pas quoi pour d'autres, quoi. Non, entre le socialisme et l'impérialisme, il y a des étapes de démocratisation, de libération nationale, etc. Et c'est l'histoire même de la construction anti-impérialiste dans le monde que des gens essayent de casser. Je rappelle que c'est l'histoire même de tout le mouvement de décolonisation du XXe siècle, notamment de Bandung en 55, de la conférence de la tricontinentale en 66. C'est vraiment l'union de ce qu'on appelait les non-alignés. Et les non-alignés, c'est justement des gens qui sont en dehors des voies occidentales, que ce soit le capitalisme impérialiste et le socialisme littéraire et pseudo-marxiste et trotskiste, quoi. Voilà, donc vraiment, et ça, c'est aujourd'hui ces voies-là qui sont critiquées de toutes parts en Occident. On nous demande que faire, etc. L'idée, c'est vraiment de se renseigner et avant d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort là-bas, qui est le bon agenda anti-impérialiste là-bas, etc. Essayez de savoir quel est votre agenda anti-impérialiste à vous. Voilà. Et l'agenda anti-impérialiste occidental, des militants occidentaux qui se disent radicaux marxistes, c'est d'abord et avant tout d'empêcher l'impérialisme de sévir sur la périphérie. Donc, il n'y a pas 50 solutions, c'est arrêt des sanctions contre l'Iran, arrêt de la propagande anti-iranienne, arrêt de relayer les couches les plus réactionnaires, monarchistes, bourgeoises dans la propagande occidentale pour parler de l'Iran. Voilà, ça c'est d'abord l'agenda des militants anti-impérialistes ici. Ensuite, les gens sur le terrain savent quoi faire, il y a des progressistes, il y a des contradictions, ils ont besoin de les résoudre eux-mêmes, évidemment avoir une solidarité avec les militants marxistes, progressistes, féministes iraniens, mais on n'a pas à leur donner de leçons de quelles unions ils doivent faire, de leur donner les bons points, les mauvais points, à distance, derrière un micro. Ça, c'est bidon. Concentrons-nous sur le fait que l'impérialisme soit détruit déjà de l'intérieur au centre, parce que nous sommes des militants du centre de l'impérialisme. Voilà. Parfaitement, et bizarrement, vous ne verrez jamais Alice Cordier qui veut support Iranian women demander la fin des sanctions en Iran. Et ça, vraiment, ce critère-là, ça vous permet de très très bien faire la différence. Pareil pour Association Femmes Azadi, etc. Jamais vous ne les verrez parler des sanctions contre l'Iran, alors que c'est vraiment le vecteur principal de paupérisation de la société iranienne, de difficulté d'accès aux soins, etc., etc. Et donc voilà, vous avez un petit critère de base pour pouvoir savoir qui a sincèrement l'intérêt du peuple iranien au cœur et qui est en train de faire une instrumentalisation suprémaciste dégueulasse de ces questions.
Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller voir sur la chaîne On ne veut plus, si vous le souhaitez, les différents entretiens qui sont sortis et qui vont sortir, car vous allez voir que On ne veut plus est sur un agenda anti-impérialiste cette année et que nous allons avoir vraiment des entretiens assez incroyables. On a hâte de vous les partager. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter si vous êtes abonné à mon compte, mais sachez que nous avons une équipe qui vient d'atterrir à La Havane il y a quelques jours. On est en train de vous préparer aussi des trucs sur le versant de l'anti-impérialisme à Cuba. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que l'association Résistance et Solidarité lance depuis le mercredi 14 janvier une campagne de financement pour pouvoir envoyer du matériel médical à Cuba. L'association Résistance et Solidarité, nous les avions déjà invités pour parler des actions qu'ils font pour aller aider la population à Gaza. Ils font aussi beaucoup d'actions de solidarité avec Cuba. On va beaucoup vous en reparler car nous allons être impliqués dans cette campagne de résistance et solidarité pour amener du matériel médical à Cuba. Donc restez connectés. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, aux autres chaînes de La Brèche. Vous pouvez également aller lire la revue Position Revue. Si vous voulez nous aider à nous financer, le plus simple pour nous, c'est sur le Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut. Salut.